Bienvenue dans la Capsule Radio, le podcast dédié à l'inspiration et à l'innovation. Je suis Pierre-Jean Mandorne, chirurgien dentiste et entrepreneur. Chaque épisode, nous explorerons les parcours fascinants de professionnels, dentistes ou non, nos expériences uniques et compétences précieuses. Ensemble, explorons comment leurs histoires et leur savoir-faire peuvent enrichir votre pratique et dynamiser votre activité. Rejoignez-nous pour transformer vos idées en action et faire passer votre activité au niveau supérieur. Vous avez faim d'apprendre ? À table. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de la Capsule Radio. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Marie Dio, qui est juriste en droit social et consultante RH indépendante. Bienvenue Marie. Merci et on beaucoup. va commencer comme toujours, Marie Dio, par Marie Dio. Je te laisse te présenter. Allez, c'est parti. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et bonjour à tous. Alors, donc, comme tu l'as dit, je suis Marie Dio, j'ai 35 ans, je suis mariée et maman d'un petit garçon et je suis juriste en droit social. Ok. Alors, droit social, petite précision tout de suite, c'est toutes les relations entre un employeur et ses salariés, c'est le droit social qui va régir toutes ces relations. D'accord ? Okay. Donc, ce n'est pas la sécurité sociale ou autre chose, c'est bien les relations de travail. Okay. Alors, je suis originaire de la métropole lilloise. J'ai passé ma licence de droit à Lille 2. Et ensuite, je suis partie à Paris pour faire mon master à la Sorbonne, master en droit social. Voilà. Okay. Alors, petite anecdote sur les études. J'ai fait du droit sans trop savoir pourquoi. Voilà. Ouais, j'allais dire, comment t'es arrivé dans le droit ? T'as des gens qui sont dans le droit, dans tes parents proches ou... Ma sœur a fait des études de droit et elle est juriste. Okay. Clairement, j'ai dit, allez, je vais faire comme elle. Bon, début un peu compliqué, forcément. Et puis, j'ai découvert le droit du travail en 3e année. En fait, quand tu fais des études de droit, tu te spécialises à partir de la 3e année. D'accord. Avant, on t'impose tout. Ok. Donc, c'est pas hyper passionnant. En tout cas, ça l'était tu pas vois pour tout moi. De façon très vague, on va dire. Exactement. Et puis, tu vois des choses où tu sais que tu vas pas le faire plus tard. Ouais. Donc, bon. Et donc, j'avais choisi en 3e année le droit du travail parmi d'autres spécialités. Je suis sortie de mon premier TD. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je vais faire du droit du travail. Okay. Voilà. Donc, depuis ma 3e année de droit, je sais que je veux faire ça. Et c'est pour ça que du coup, j'ai fait un master pour me spécialiser à la Sorbonne par la suite. Donc, je suis restée 2 ans à Paris. Ouais. Et puis, en bonne nordiste, je suis revenue ensuite. Parce qu'il n'y avait pas à Lille ou parce que tu avais envie de voir du pays Parce que, alors pareil, une fois que tu as ta licence de droit, tu dois postuler dans plusieurs universités pour être prise, plusieurs facultés. C'est le Parcoursup. C'est pas vraiment un parcours. Ouais, c'est ça. Mais sauf que tu croises les doigts pour être prise là où tu veux. Okay. Donc j'avais postulé dans 50 ou 55 facs de France. Combien ? 50 ou 55. Parce que tu t'es dit, je ne serais jamais prise ou parce non, que les places sont chères dans le sens où en L3, en 3e année à Lille 2, on était 580. Ouais. Dans mon master à la Sorbonne, on était 31. Okay. Donc en fait, la concurrence, si tu veux la fac que tu désires ou tel cursus, en fait, les places sont assez chères. Donc tu postules partout pour essayer d'avoir le choix en fait, par la suite. Et la Sorbonne, c'était ton choix numéro ? Alors c'était mon choix numéro 1, mais j'y croyais pas. Parce que la Sorbonne, je me dis, bon, j'arrive de Lille 2, pourquoi moi ? Voilà, et pas de... Et puis en fait, j'ai reçu un courrier mi-juillet, donc 1 mois et demi avant la rentrée, comme quoi j'étais prise. Et sur dossier, du coup, à chaque fois. Sur dossier, exactement. Il n'y a pas d'entretien, c'est que sur dossier. Ok. Donc à la Sorbonne, tu fais. Droit social. 2 ans. 2 ans. Droit social, j'ai fait mon stage à Paris et en fait voilà, très vite la vie parisienne quand tu es étudiant c'est très bien, ouais. Mais voilà, j'avais envie de revenir dans le Nord et donc j'ai commencé on va dire ma carrière dans le Nord. Tu étais déjà en couple à cette époque-là ? Non. Okay. Donc non, potentiellement vraiment... tu pouvais te dire ouais je peux rester sur Paris, j'aurais faire pu ma rester vie sur Paris. Ouais. Exactement. Et mais j'ai adoré ma vie étudiante à Paris, ouais. mais l'envie de rentrer dans le Nord, les copains, les habitudes, enfin voilà tout. Ouais, les gens qui sont pas du Nord peuvent pas comprendre ça. Exactement. Tu reviens sur région lilloise, t'as déjà un taf ou tu rentres et tu dis je vais trouver j'ai pas là-bas. De taf. Je reviens, j'ai rien, j'ai juste mon diplôme, ce qui est pas mal, mais aujourd'hui, bon, alors à l'époque c'est compliqué quand on n'a rien. Donc j'ai commencé en bas, j'ai trouvé un stage parce que je pouvais encore avoir une convention avec ma fac, j'ai pleuré une convention pour essayer d'être prise quelque part, et ensuite j'ai eu un CDD puis un CDI. Okay. Voilà. Et donc à l'époque c'était une entreprise de e-commerce, une agence web, 350 personnes, et j'étais responsable du personnel. D'accord. Donc responsable du personnel, c'est
je m'occupais de l'entrée du salarié. Alors, je faisais pas le recrutement, mais c'est vraiment le contrat de travail et puis son intégration, légalement parlant. Ouais. Toute la vie du salarié, les congés payés, je gérais les congés maternité, tous les conflits s'il y en avait. Les managers aussi, parfois, c'était des équipes de 30-40 personnes. Donc, parfois, ils venaient me voir aussi quand ils avaient un problème en interne. Et bien sûr, la fin du contrat, que ce soit une démission, un licenciement ou pour inaptitude ou autre. Ouais. Voilà. Donc, c'était vraiment toute cette vie du salarié. Okay. Donc, en fait, le métier de juriste, droit social, mais en entreprise. Ok. Voilà. Et là, tu es venu épauler quelqu'un ou c'est un poste qui a été créé quand tu es arrivé ? Le poste existait déjà. Et en fait, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure en me faisant connaître. Et puis, je m'entendais très bien avec mon N+1 qui était le fondateur en fait, de la boîte. Okay. Donc, il avait connaissance de sa structure aussi. Et voilà, il savait qu'il pouvait me faire confiance. Et effectivement, voilà, il y a eu une situation où la personne qui s'occupait de ce service en fait, a été en arrêt maladie pendant très longtemps. Et donc, le service s'est retrouvé sans personne. Sachant que quand tu es responsable du personnel en entreprise, généralement, tu fais la paye également. D'accord. Donc, tous les mois, il y avait une paye de plusieurs millions d'euros à valider. Voilà, c'est... Qui était géré par le boss, du coup Qui était géré par le boss, par cette personne absente. Et en fait, j'ai repris tout ça aussi. D'accord. Et donc, très vite, il a vu que voilà, c'était super formateur. C'était très formateur. Très rapide, mais très formateur. Okay. Et c'était très excitant aussi pour moi. C'était un challenge. Ok. Un vrai challenge. Et je voyais par rapport à ton CV, donc après, tu quittes le monde du salariat pour passer en indépendant. Ça, c'était le dernier poste salarié. Et du coup, clairement, ça se passait super bien, on dirait. Ouais. Mais quelle a été la petite étoile voilà. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, bon allez, j'arrête Ça se passait super bien. Avec moi, mon N+1, avec les équipes, mon boulot, je l'adorais et je l'adore toujours. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la boîte a été rachetée par une entreprise américaine. D'accord. C'est américain. Ouais, c'est américain. Et alors, je ne vais pas dire à chaque fois parce que je ne connais pas, mais en tout cas, pour nous, à l'époque, en fait, on est devenu un matricule. Donc, moi, je fais du droit social, mais c'est des ressources humaines. Hein. Dans le langage, c'est la même chose. Ressources humaines, il y a le humain. H de humain. Moi, c'est la base de mon métier encore aujourd'hui. J'ai vu des équipes des Américains arriver et avec leurs homologues parisiens faire l'audit de qui on était, combien on valait, etc. Et je suis devenue un matricule, mes collègues aussi, et la gestion, c'était plus du tout de la gestion humaine. Ouais. Donc il y a eu aussi beaucoup de départs, donc le climat social devenait aussi un petit peu tendu. J'ai été très honnête avec mon N+1 à l'époque et je lui ai dit, moi, je ne vais pas rester dans ces conditions parce que ce n'est pas ma façon de travailler. Et en fait, j'ai négocié ma sortie, je suis restée pour le rachat. Et il pensait quoi de tout ça, ton N+1 ? En fait, il m'a écouté parler et à la fin, il m'a dit je vais te suivre. T'as raison. Et il a fait pareil. Ah ouais. En fait, je suis restée pour le rachat parce qu'il y avait des nouveaux contrats de travail à faire, beaucoup de dossiers en interne. Et on a acté d'une date, 6 mois avant le rachat final, parce que ça prend généralement 3 ans, un rachat. Et en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle. D'accord. Donc, dans un coin de ma tête, j'avais déjà dans l'idée de me dire, quand j'aurai 10 ans d'expérience, je me mettrai à mon compte. Bon, le destin en a fait autrement. Je me suis mise à mon compte un petit peu plus tôt que prévu, entre guillemets. Tu es resté combien de temps, du coup, dans cette boîte-là ? 6 ans. D'accord, ouais, quand même. Ouais, 6 ans. Et donc, depuis 2020, je suis à mon compte. Ok. Voilà, donc je fais le même métier, juriste en droit social. Tu gères plus les fiches de paye ? Je ne fais plus de paye. Et je suis bien contente. Je suis contente de l'avoir fait parce que je comprends les fiches de paye et je comprends les problématiques. Mais c'est un métier à part entière. Dans les cabinets d'experts comptables, il y a des gestionnaires de paye. Ils ne font que ça et c'est leur métier. Et c'est très bien comme ça. Donc moi, je n'en fais pas. En revanche, je fais toujours mon métier de juriste en droit social, gestionnaire des ressources humaines. Et donc, je me suis dit, soit j'aurais pu postuler pour être salarié ailleurs, ou alors me mettre à mon compte. Et là, je me suis dit, OK, moi, il y a un service RH dans la boîte où je suis actuellement. Il y a des entreprises, des TPE, des cabinets dentaires, cabinets médicaux. Ils ont des salariés, mais ils n'ont pas de service RH. Donc, ils n'ont personne sur qui se reposer, poser une question ou se faire aider tout simplement. Et ça a été ça un peu l'élément déclencheur de se dire, je vais venir les aider en fait à gérer leur personnel. Ok. Voilà. Et mon but, c'est vraiment de dire, voilà, il y a des obligations légales, on en parlera après, à respecter. Et il y a souvent une ambition d'être un super manager. Ça prend du temps d'être un super manager. On n'est pas formé non plus. On trouve de tout et de rien sur Internet. Il y a du bon, il y a du mauvais.
Et ma valeur, on va dire, ma façon de travailler aujourd'hui, c'est vraiment de dire, on va se servir du droit du travail pour être un bon manager, et pas l'inverse, sans l'oublier. En fait, on va essayer de gagner du temps. Respectons la loi, déjà, première étape, et en fait, ça nous fait gagner en maturité sur le management. Ok. Et toute cette partie-là, l'indépendance, tu as pu la préparer en amont ou du jour au lendemain, tu t'es dit, bon, bah voilà, c'est bien, j'ai créé une boîte, mais maintenant, il faut que... Alors, je le savais que ça allait arriver, mais j'avais du boulot. En fait, moi, j'étais salariée, donc j'avais pas trop de temps à consacrer au démarrage de ma boîte. Donc, en fait, je me suis dit... Tu avais déjà un enfant en plus ? Non, pas encore. Parce que ça met encore plus le bordel. Ouais, c'est encore différent. J'ai dit, je finis ma période en tant que salarié. Ouais. Je vais jusqu'au bout de ma mission parce que c'était pas rien non plus de ce rachat. Psychologiquement aussi, c'était compliqué. Hein. J'ai dû quand même participer à des licenciements de mes collègues à l'époque, mais j'avais pas le choix. Hein. C'était pas ma décision, mais bon, ça faisait partie du boulot. Et après, je me mets à mon compte. Séparer les deux. Et c'est pas une mince affaire non plus de se mettre à son compte. Parce qu'il faut savoir tout faire comme métier. De la compta, de la com. Et je ne sais pas tout faire. Hein. Enfin, tu sors d'un boulot, tu crées ta boîte, t'es jeune, t'as pas, on va dire, d'expérience sur création de ce type de projet. Aucune. Comment tu démarches les premiers clients ? Clairement, c'est le réseau. Le réseau fait tout. Moi, dans mon métier, on est dans du consulting, dans du conseil aussi. C'est comme un avocat. Quand on a un souci, qu'on a besoin d'un avocat, souvent on demande à son entourage, est-ce que vous connaissez pas un bon avocat ? Bon, là, on n'a pas encore ce réflexe de dire, est-ce que tu connais pas une bonne juriste en droit social ? Pas encore. Peut-être un jour, j'espère. Mais souvent, c'est le réseau. Et ce qu'il faut dire aussi, alors on va en parler de ma spécialisation entre guillemets avec les chirurgiens dentistes, mais les problématiques sont souvent les mêmes entre les différents cabinets où il y a certains problèmes qui reviennent assez souvent. Et donc, vous discutez entre vous et parfois quand il y a un problème qui est réglé, on dit moi j'ai fait appel à Marie, je vais donner son contact. Et donc ça fonctionne comme ça aussi. Je crois qu'on divulgue rien si on dit que ton mari est dentiste. On ne divulgue rien. Mon mari est dentiste, je suis fille de dentiste aussi. D'accord. Donc le monde du dentaire, moi ça fait 35 ans que j'en entends parler. C'est un domaine que je le comprends. Je ne suis pas dentiste, je ne suis pas assistante dentaire, mais je le comprends en tout cas. Je comprends les difficultés qu'on peut avoir. Exactement. Et je sais aussi comment le dentiste va percevoir ses fameuses obligations légales et la façon de gérer son personnel, qui est très souvent une contrainte, considérée comme une contrainte. Tout le temps, presque. Voilà, très souvent. Je le sais, et après c'est mon boulot de venir dire oui, pour vous c'est une contrainte, mais allez, ça va aller, on va tout remettre en ordre et puis ça va devenir un outil de management. Mais voilà, je connais votre façon de penser en tout cas par rapport à vos salariés. Je comprends aussi quand les salariés, parce que j'ai aussi des échanges avec les salariés des cabinets dentaires, quand ils me parlent de problématiques ou de conflits, je les comprends aussi et je sais potentiellement comment va réagir le chef d'entreprise, donc le dentiste. Donc voilà, c'est une spécialisation qui s'est faite naturellement, mais qui a clairement été influencée par... Alors, on va refaire le point après ces choses-là, mais donc aujourd'hui, tu as une activité freelance, mais tu fais aussi de la formation. Tout à fait. Je voyais que tu avais passé un diplôme de formatrice. Tout à fait. Ça a été pour dire d'être plus à l'aise, toi, quand tu fais les formations, ou alors c'est une chose qui est un peu demandée par les personnes qui t'embauchent pour se dire, OK, celle-là, elle a l'habitude de former les gens, elle sait former les gens. Alors, on ne me l'a jamais demandé de montrer mon diplôme ou est-ce que vous avez le diplôme. Moi, mon métier, je le connais. Donc, que je te l'explique là pendant un podcast ou demain en formation, je sais ce que j'ai à dire ou pas et comment le dire. Maintenant, j'ai mon cerveau de juriste qui aime bien quand les choses sont bien faites et droites. Et quand je me suis d'abord lancée en tant que consultante, après, je me suis dit, je vais aussi faire de la formation. Et tout de suite, je me suis dit, OK, tu veux faire de la formation, Marie ? C'est bien, tu vas d'abord passer un diplôme de formatrice. Voilà, c'est une question de légitimité. Ça me rassure, en fait, de me dire, voilà, si jamais on me pose la question, oui, j'ai un diplôme reconnu par l'État de formatrice. On est bien d'accord, c'est totalement différent d'un truc de coach ou de choses comme ça. Tout à fait. C'est 2 diplômes différents. En revanche, c'est reconnu par l'État. Donc, il y a des sites internet, on peut voir la liste de tous les formateurs de France. Donc, j'en fais partie. Alors, quand on est formateur, ça veut dire que je pourrais être formatrice sur n'importe quel sujet. D'accord. Je te rassure, ça n'est pas le cas. Je suis une formatrice en management et en droit social, en gestion des ressources humaines. Mais voilà, c'est vraiment un vrai diplôme de formatrice. C'était vraiment une question de légitimité. Voilà, ça me rassure personnellement et je me dis que potentiellement, ça rassure aussi les gens avec qui je travaille. Okay.
Donc voilà, j'ai mon diplôme de juriste et mon diplôme de formatrice. Okay. Voilà. C'est quoi le ratio aujourd'hui dans ton activité entre la partie formation et la partie vraiment freelance Alors, je fais beaucoup plus de freelance. Ouais. Ça me prend plus de temps. Je préfère pas l'un ou l'autre, mais c'est totalement différent. J'allais dire, dans lequel tu t'éclates le plus? C'est différent. La formation, c'est efficace immédiatement. Si on a une demi-journée de formation ou un module de formation qui va durer 2 heures, je sais qu'au bout des 2 heures, s'ils ont écouté, normalement, dès le lendemain, ils peuvent mettre en application au cabinet. Donc, c'est intéressant parce que, voilà, moi, c'est hyper c'est efficace. Le côté freelance où je vais dans les cabinets, c'est de la personnalisation, c'est du cas par cas. Et là, c'est à moi d'aller un petit peu fouiller comment se passe le management, quels sont les problèmes, qu'est-ce que vous avez déjà rencontré, quels sont vos souhaits pour le futur. Donc, il y a cette investigation que je n'ai pas dans les formations, qui est assez intéressante. Et puis, on est vraiment sur de l'accompagnement. Souvent, on fait appel à moi pour une problématique. Et en fait, on se rend compte derrière qu'il y a d'autres petits sujets à améliorer. Et donc... la relation de travail grandit aussi comme ça. Et finalement, on pensait faire une mission qui allait durer 2 semaines. Et puis, au bout de 4 mois, en fait, on est encore en train de travailler ensemble. Et ça, c'est hyper agréable aussi. Parce qu'on a vraiment ce sentiment que déjà, la personne, elle a vraiment envie, le cabinet a vraiment envie d'aller plus loin dans le management. Et puis, moi, je fais tout aussi pour donner toutes les clés pour qu'une fois que la mission soit terminée, normalement, tout roule. Ok. Ça t'arrive souvent d'avoir, alors c'est peut-être pas vendeur pour toi, mais d'avoir des personnes qui viennent à la formation, sont contentes de savoir comment, entre guillemets, elles doivent le faire, elles sont censées le faire, mais qu'au final se disent c'est pas mon job, que je suis clinicien ou je suis autre chose. Je sais comment tu vas le faire, mais je préfère que ce soit toi qui viennes le faire. Ça t'arrive souvent, ça? Tout à fait. Alors, ça arrive. Et ça arrive pourquoi? C'est très simple. La gestion des ressources humaines, ça prend du temps. Alors, moi, si on suit une formation, c'est le temps de la formation, mais ensuite, il faut tout mettre en place au sein du cabinet. Ouais. C'est quoi le ratio, si on pourrait dire, de temps à préparer? Alors, ça dépend. Je ne pourrais pas dire là parce que ça dépend déjà de la base. Il y en a, ils partent de 0. J'ai déjà fait moins 2. De moins 2. J'ai déjà fait des audits où il n'y a pas de contrat de travail. Ah ouais, okay. Dans des cabinets? Dans des cabinets. Donc, chaud. Parfois, on part de très, très loin. Donc, il faut tout reprendre. Là, je dirais, on est au moins sur du 6 mois de boulot. D'accord. OK. Un cabinet, je prends l'exemple moi de mon cab, on a des contrats de travail, je tiens à préciser à tout le monde, on a des contrats de travail. On a, on va dire, les obligations légales qui sont accrochées, qui sont à disposition du personnel. C'est plus sur la partie, effectivement, les obligations d'entretien, ou ces choses-là où moi je suis un peu plus largué. Sur ce type de cabinet-là? Alors, on peut faire un audit. Moi, je viens une journée chez toi, j'audite ton cabinet. Ça permet d'avoir un pourcentage de ta conformité, de voir où tu te situes par rapport au code du travail. Et ensuite, c'est de la politique managériale. Donc, c'est t'aider sur les entretiens obligatoires ou non obligatoires. Ça peut être la mise en place d'une politique salariale, politique d'absence aussi, par exemple. Selon tes disponibilités et la façon dont tu veux aller aussi vite, en 2 mois, je dirais, c'est terminé. Ok. Et toi, de ton côté, est-ce que, je cherche mon mot, mais est-ce que alors je ne vais pas dire cette spécialisation sur le dentaire, en gros, tes audits et la façon dont tu vas gérer tout ça se fait de la même façon pour tous les types de sociétés? Ou alors, je dirais que chaque type de société, que ce soit du médical ou alors hors médical, il y a vraiment quelque chose qui est différent? C'est une très bonne question et on me la pose souvent. C'était pas très clair, je pense. Je viens d'y penser. En tout cas, moi, j'ai compris. La façon dont je l'ai exprimé, mais je me suis compris. On me la pose souvent et souvent on me dit « Attends, moi je suis chirurgien-dentiste, donc je dois pas faire tout ça. » Et ça, on me le dit très souvent. Moi, quand je travaille avec des chirurgiens-dentistes, tout de suite je leur dis « À mes yeux, vous n'êtes pas chirurgien-dentiste, vous êtes chef d'entreprise. » Et ça, c'est hyper important de le savoir. Le chef d'entreprise en France, il a des droits et des obligations. Il a des devoirs surtout, pardon. Déjà, il doit respecter ses salariés et respecter le code du travail. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, je ne conseille à personne de prendre le code du travail en lit de chevet, mais cet adage existe, nul n'est censé ignorer la loi. Et le chef d'entreprise, il a un devoir d'information de ses salariés. Ce qui veut dire que tu es censé mieux connaître la loi que tes salariés. Donc déjà, tu es censé respecter tes obligations. Et ensuite, tu es responsable civilement et pénalement de tes salariés. Ça aussi, très peu de gens, ou en tout cas très peu de dentistes sont au courant de ça. Ça engage quoi, du coup, là-dessus?
Alors, ça engage plein de choses, mais ça engage que tu es civilement et pénalement responsable de tes salariés quand ils sont dans ton entreprise aux heures de travail. Donc, s'il leur arrive quelque chose, c'est de ta faute. Exemple tout bête, tu as une salariée qui est appelée par l'école, son fils est malade, il faut aller la chercher. On est humain, on est parents, tu dis oui. Vas-y. Okay, donc, elle part à 15h au lieu de 17h. Tu ne formalises pas. Elle se fait écraser sur la route, sur le passage piéton, en allant chercher son fils à l'école. Quand tu dis que tu ne le formalises pas, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse là-dessus ? C'est quoi ? C'est avant, tu dois lui faire un papier écrit, qu'elle signe, que tu signes, etc. Tout à fait. Oh là là. Et toi, tu es les mains dans le cambouis, en train de travailler, ça pisse le sang dans tous les sens. C'est pour ça que moi aussi, j'aide à mettre en place des process pour essayer de faciliter tout ça. Ok. Parce que j'allais dire, ces trucs-là, entre guillemets, tu te dis, oui, ça existe dans les grosses boîtes où tu as un mec qui est délégué à un poste. Et puis, tout à fait. Puis tu as un service RH surtout qui s'occupe de ça. Moi, quand j'étais RH en entreprise, c'était mon boulot. Donc, si quelqu'un avait un accident de travail devant moi ou pas, ou devait partir, je m'occupais de ce formalisme. Ça faisait partie de mon boulot. C'est pas la partie la plus intéressante, mais ça fait partie du boulot. Le but étant de sécuriser le patron. Okay. Là, tu es ton propre patron, donc tu dois toi-même te sécuriser. Et donc, si elle se fait écraser sur la route et qu'elle a dû partir plus tôt, accident de travail ou pas ? On ne l'a pas formalisé. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, c'est accident de travail pour la loi, j'imagine que oui, puisqu'elle est censée être chez toi jusqu'à 17h. Voilà. Mais en réalité, entre guillemets, tu dis, elle n'est plus dans tes murs. Exactement. Donc, et donc, qui dit accident de travail, normalement, dit déclaration à la Sécu. Qui mène ensuite une enquête sur l'accident de travail. Alors, qui vient mettre le nez dans ton cabinet, dans tous les documents où tu n'as rien Surtout, mis ne prenez pas peur. Parce que Marie n'est pas passée dans ton cabinet. Non, ne prenez pas peur quand je dis faire une enquête, c'est obligatoire. On déclare sur Internet l'accident de travail, il y a une enquête automatique. Sauf si tu arrives à récupérer récupérer le corps avant et que tu le caches. À l'enterrer. Mais voilà, tout ça pour dire que la question qu'on me pose souvent, pour revenir à ta question, moi je suis chirurgien dentiste, je ne dois pas faire tout ça. Si, parce qu'en fait, vous êtes chirurgien dentiste et employeur. Donc, respect du code du travail et responsable de vos salariés. Donc, les obligations sont les mêmes pour tout le monde, que tu sois chirurgien dentiste, PDG d'une grande entreprise, boucher, coiffeur, indépendant ou pas, à partir du moment où tu as un salarié, même s'il est à temps partiel, donc tu as un salarié qui fait 24 heures chez toi, tu dois respecter les mêmes obligations légales que l'entreprise qui a 500 salariés. Ouais. La seule différence, c'est que... Ça te semble logique ou pas, toi, ça ? Pour le salarié, oui. Ouais. Là où je trouve que c'est mal adapté, et c'est pas adapté, c'est justement quand tu n'as pas de service RH, que tu te retrouves à devoir faire tout ça. Voilà. Et là, on retrouve un problème, et on peut l'évoquer ici, c'est une faculté, prenons l'exemple de la faculté dentaire, qui forme à être dentiste. Aujourd'hui, on sait, un dentiste sans assistante, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'accueil, c'est compliqué au fauteuil, c'est compliqué en sté. Le cabinet, il tourne grâce aux dentistes, mais il tourne aussi en partie grâce aux assistantes. Hein. D'accord. On est d'accord. Là où moi, je pense qu'il y a un réel problème, c'est que normalement, il faut, dans la formation, on sait que vous allez être dirigeant d'entreprise, on sait que vous allez embaucher des personnes, il faut former à comment je les embauche, comment je les gère, comment tout simplement avoir les clés en main pour pouvoir faire de la gestion de personnel, parce qu'en fait, ça fait partie de votre métier. Ok. Je te donnerai les coordonnées de quelqu'un à contacter pour te rapprocher de la fac. Parce que c'est vrai que c'est typiquement, comme tu dis, c'est le genre de cours dont on manque. Et puis, alors, ça ne dure pas 5 ans, hein, c'est à faire en dernière année pour donner les bases. Mais les bases, parfois, ça évite quand même des situations très problématiques, ça évite des conflits. Donc, bon, c'est à prendre. Il y a un petit sujet. Il y a un truc. On va rester sur la partie société. Donc, tu fais de l'accompagnement de société. Tu as 3 grands leviers, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous les expliquer nous les donner les 3 grands leviers, on va dire, et puis après les reprendre en détail ? Tout à fait. Mes 3 grands accompagnements, c'est l'audit social, l'accompagnement personnalisé et la formation. D'accord. Voilà. Ça, c'est les choses pareilles que tu t'es dit dès la fin de ton salariat, je vais ouvrir ma boîte, il faut que je fasse ces 3 choses-là. Ou c'est ton expérience justement d'indépendante qui t'a fait... modifier peut-être ce que tu avais prévu initialement ? Comment tu t'es lancé là-dedans ? Tout de suite, en démarrant l'audit social, c'était la première chose. Parce que très souvent, je fais un audit... C'est carnage dans les sociétés. Parfois, ça fait un petit peu peur, mais bon, c'est ce que je dis. C'est pas grave, moi, je suis là pour ça, donc allons-y. Donc l'audit social, il était prévu depuis le début, il est toujours d'actualité et c'est clairement la plus grosse partie, je pense. Parce que c'est le début de tout. Et j'ai une question conne, mais alors, pas me prendre pour un collabo, hein, mais est-ce que c'est
toi, en tant que juriste, quand tu débarques dans des boîtes comme ça, où par exemple, prends l'exemple de ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de contrat de travail, est-ce que tu as un droit ou un devoir d'en informer les autorités ou Non, tu d'abord, fermes les yeux dès que tu sors de la société? Alors, je ferme pas les yeux, c'est mon client et je suis là pour l'aider. Ouais. Donc, surtout, je ferme pas les yeux. En revanche, j'ai un contrat avec mon client. On a un devoir de confidentialité l'un envers l'autre. Donc, non, je ne vais pas divulguer ce que je vois, ni à des autorités, ni à d'autres cabinets, ni à ses confrères et consoeurs. Tu n'as pas une obligation de... Non. En revanche, moi, par rapport à mon métier de juriste, mon obligation, c'est de faire en sorte que la conformité soit le plus rapidement possible mis en place, si jamais il y a un contrôle pour éviter les sanctions. Ouais. D'accord ? Parce que pour revenir à ce que tu me disais, je fais une petite parenthèse à ce que tu disais tout à l'heure, les obligations sont les mêmes pour tous, c'est-à-dire que tu es un salarié ou que tu en es 500. Alors évidemment, au plus tu en as, au plus il y a d'obligations à respecter, mais le tronc commun est vraiment le même pour tous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que qui dit obligation dit contrôle. Ouais. Ok ? Chirurgien dentiste, employeur, je respecte le code du travail. Et donc, l'inspection du travail peut tout à fait venir contrôler ton cabinet. Et elle va venir... Il ne faut pas croire, j'ai un cabinet dentaire, ils viendront jamais. Ils viendront pas, ouais. C'est pas vrai. Il y a des contrôles, parfois c'est de la dénonciation. Mais il y a aussi... Les bons potes. Non, souvent c'est de la dénonciation de salariés. D'accord. C'est les salariés eux-mêmes qui appellent. Qui quittent le truc ou... Pas forcément, où ça se passe vraiment pas bien. Il y a des gros sujets ou des gros conflits, et là, ils appellent pour dénoncer. Bon. Mais il y a aussi des contrôles aléatoires. L'inspection du travail, le contrôleur, en fait, il a plusieurs villes. Donc, il y en a plein en France. Ils ont plusieurs villes. Et donc, ils sont chargés de faire les contrôles de toutes les entreprises. Mais donc, un cabinet dentaire, pour lui, c'est une entreprise comme une autre. C'est une petite entreprise, c'est sûr, mais comme une autre. Petite anecdote, quand j'étais salariée, j'ai moi-même été contrôlée par l'inspection du travail. Ça fait bizarre, hein. Le matin, 8h30, quelqu'un qui arrive. C'est pas comme un contrôle fiscal où ils préviennent. Non, exactement. Là, ils débarquent, ils sont à la porte. Exactement. Rien à voir avec l'URSSAF, contrôle fiscal, c'est vraiment l'inspection du travail et c'est surprise. Donc, ils arrivent le matin à la première heure et ils demandent à voir tout de suite les premiers documents. Donc, généralement, dans les grandes entreprises, les secrétaires comprennent tout de suite ce qui se passe. Elles courent partout. Non, moi j'ai reçu un petit mail ce jour-là. Marie, descends s'il te plaît, je pense qu'il y a l'inspection du travail. Bon, ça n'a pas loupé. La petite goutte qui coule sur Donc le front. Donc là, on a beau savoir qu'on fait bien son métier, clairement il y a un stress qui est là, évidemment, parce qu'on va être jugé. Voilà. Et puis ils mènent l'enquête, ils viennent tout vérifier. Et là, moi, ça a été 2 jours, 100% avec cette personne. Donc quand on est contrôlé, on arrête son fauteuil, on n'est plus au fauteuil. On est avec la personne qui nous demande des papiers, qui pose des questions, etc. Et alors... sur cette partie-là, clairement, moi, je délègue 90%, je pense, à la partie sociale de mon comptable. Tout à fait. Est-ce qu'eux viennent te filer un coup de main quand c'est comme ça ou... Jamais. Alors, ils te fileront un coup de main pour t'envoyer les documents. Si tu les appelles en catastrophe, j'ai besoin de tel document, ils vont te les envoyer. Mais ils ne se déplacent pas en entreprise pour t'aider. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, toi, tu as la chance d'avoir un cabinet d'experts comptables qui te propose ce service, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des cabinets, encore aujourd'hui, des cabinets d'expertise comptable qui ne font pas de paye. D'accord. Donc, il y a encore des petites entreprises, et j'ai déjà vu aussi des cabinets dentaires qui ont des logiciels de paye eux-mêmes et qui se débrouillent. Ils font eux-mêmes leur paye. Ils font tout eux-mêmes. Oh là. Bon, là, le risque d'erreur, il est maximal. Mais ça existe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... là, je prêche pour ma paroisse, mais chacun son métier. Tous les cabinets d'experts comptables n'ont pas le service social et juridique. Et attention, quand quelqu'un fait de la paye dans un cabinet d'experts comptables, c'est un gestionnaire de paye, c'est pas un juriste. Ouais. Donc c'est 2 choses différentes. Donc si vous avez une question juridique ou pour un conflit, d'abord, il faut bien vérifier qu'on s'adresse à un juriste et non pas un gestionnaire de paye. Là, moi, aujourd'hui, tu me demandes de faire de la paye, je sais plus la faire parce qu'en fait, en 4 ans, ça change tous les 6 mois, la paye. Ouais. Donc c'est un petit peu pareil. Donc il faut déléguer. Je pense que tu délègues quoi ? Ta paye ? Tout. C'est-à-dire la paye, la partie juridique, tes contrats, création des contrats, ok. Et puis plein d'autres choses, mais pas forcément liées à la partie RH. Mais Donc tu vois, donc là tu me parles de paye et de contrat, et pour toi c'est tout pour les salariés. Obligation légale, ça on l'a fait. Enfin, c'est surtout mon associé qui l'a fait. Bon, après, il y en a peut-être d'autres. Il est juste allé sur le site de l'ordre, il a cliqué sur obligation légale, il a imprimé les trucs, on les a remplis et affichés ensemble. Mais c'est vrai que je suis incapable de te dire si au final on est... Parce qu'en fait, là, moi, quand je réalise un audit, par exemple, le contrat de travail et les fiches de paye, c'est même pas 20% de ce que je viens contrôler. D'accord.
pour ça, quand tu peux nous faire une petite liste vite fait là, histoire ça serait trop long. Rapidement, t'en cites quelques-uns en plus là-dedans. Évidemment, les contrats. Mais en fait, c'est pas juste est-ce que tu as des contrats. C'est qu'en fait, moi, je viens lire les contrats, je les épluche. Quand je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas de contrat, mais on a aussi parfois des contrats qui sont faux. C'est-à-dire qu'il manque des choses qui sont incomplets, sans horaire, par exemple. D'accord. Un contrat sans horaire, c'est un contrat, mais pour moi, qui ne sert pas à grand-chose. Quand on n'a pas d'horaire, comment savoir si on arrive en retard ? Comment savoir à quelle heure on part le soir ? Reprenons l'exemple de l'accident de travail. À quel moment se situe la limite de je suis dans le cabinet et je peux rentrer chez moi ? Idem pour toi, tu as ta responsabilité envers tes salariés. S'il n'y a pas d'horaire, à quel moment tu es responsable d'eux et à partir de quand tu ne l'es plus ? Donc, quand je te dis que la liste est longue, c'est qu'effectivement, il y a tout ce qui est affichage obligatoire, les contrats, les fiches de paye, les entretiens, toute la partie qui est obligatoire par le Code du travail. Mais ensuite, moi, je viens tout éplucher. Pareil, un entretien. On a les entretiens obligatoires. Moi, je vais les lire. On peut faire une petite parenthèse sur les entretiens obligatoires et non obligatoires ? Oui, on peut. Alors, entretien obligatoire, qu'on appelle également entretien professionnel. J'ai envie de pleurer, je pense, à la fin du podcast. Non, jamais. Je suis là. Donc, entretien obligatoire. Obligatoire tous les 2 ans pour tous les salariés, quel que soit leur contrat, temps plein, temps partiel. Ok. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Il est obligatoire par le Code du travail. D'accord ? Il y a un formalisme à respecter. C'est là où je te disais, c'est bien beau de le faire, mais s'il est mal fait, on n'est pas bon dans l'audit. Ok. Ça, tu dois en avoir une trace, ça reste chez toi ou c'est pareil, ça doit être envoyé à quelqu'un ? Non, ça reste chez toi. Ça reste chez toi. Ça fait partie des documents, quand l'inspecteur du travail vient, tu dois pouvoir le fournir tout de suite. Ok. Formalisme. Ok. Donc, entretien obligatoire tous les 2 ans. Attention, c'est aussi obligatoire au retour des congés longue durée. Genre congé mat ou... Maternité, maladie longue durée, parentale, par exemple, congé parental. Donc, assistante dentaire, c'est un métier quand même très féminin. Des congés maternité, il y en a. Normalement, à chaque retour de congé maternité, entretien obligatoire. Même si, je prends une connerie, un exemple, la nana, elle a fait son entretien obligatoire 2 ans en février 2024. Elle part en congé mat au mois de mars. Elle revient, je dis une connerie, je n'ai pas compté, mais genre août. C'est obligé. Même si tu l'as fait en février, tu dois en refaire un là. Tout à fait. Et à partir de là, tu reprends le cycle des 2 ans. Exactement. Tu vas juste ajouter, quand c'est un retour de congé longue durée, tu vas adapter tes questions. Ok. Notamment pour savoir si on ne peut pas l'aider dans la reprise de poste, s'il y a eu des gros changements en interne, à ce moment-là, tu vas te servir de cet entretien pour lui annoncer. Parfois, il y a aussi des changements. Le but, c'est d'accompagner, grâce à cet entretien, le retour. D'accord. Attention, l'entretien obligatoire, il existe pour répondre aux devoirs de formation de l'employeur. Donc, l'employeur a un devoir de formation de ses salariés. Tu es dans l'obligation de former tes salariés s'ils ne sont plus en capacité de faire correctement leur travail. Tu as une nouvelle machine au cabinet, tu fais une nouvelle chirurgie que tu ne faisais pas du tout avant, ça nécessite une petite formation. C'est à toi de former tes salariés pour qu'ils soient à niveau. Et cet entretien obligatoire... Ça, tu le justifies comment ? Je te coupe, mais par exemple, une nouvelle technique de chirurgie. Alors, un nouveau, une nouvelle façon de procéder. Tu peux dire, j'ai payé 7 heures de formation à l'assistante, voilà la trace exactement, la formation. Tu justifies par les formations. Tu fais une nouvelle technique de chirurgie ou un nouveau truc, tu n'as pas forcément une formation qui peut être... Alors, formation, c'est un vilain mot, parce que ce n'est pas forcément formation payante en extérieur. Okay. Ça peut être du mentorat, du tutorat, ça peut être 1 heure de formation par toi, ça peut être, par exemple, une assistante qui fait des erreurs, tout le temps la même erreur, sur un sujet, alors qu'il y a un protocole qui a été écrit dans ton cabinet, qui vient expliquer comment on fait. Là, cet entretien professionnel, il va servir à dire, sur ce sujet-là, il y a un problème, mais la solution que moi je vous apporte, c'est qu'il existe un process, donc je vais vous le redonner, vous allez le relire, vous allez travailler dessus, et on règle le problème comme ça. Okay. Donc le but de l'entretien professionnel, c'est vraiment de maintenir à niveau tes salariés pour qu'ils soient toujours en capacité de faire leur métier. Et ça, quel que soit le métier. Là, on est dans le dentaire, mais moi, en e-commerce, il y avait 50 métiers différents à l'époque dans l'entreprise. Tout le monde c'était la même trame d'entretien pour tout le monde. Ok. Il y a un autre entretien d'un point de vue managérial. Je ne parle pas des entretiens de recrutement ou des entretiens de licenciement. Là, on est vraiment dans l'entretien professionnel. Il y a un autre entretien qui est l'entretien annuel. Qui lui se fait tous les ans. Qui se fait tous les ans, comme son nom l'indique. Mais il n'est pas obligatoire par la loi. Alors, attention, subtilité du Code du travail, parce qu'ils aiment bien, forcément. On s'amuse. Il n'est pas obligatoire. Mais si tu décides d'en faire un, tu dois le faire tout le temps. Tu dois suivre le formalisme du Code du travail, parce qu'il ne te l'oblige pas, mais il te dit comment tu dois le faire si tu veux le faire, cet entretien.
Et si tu le fais, pas de discrimination entre les salariés, donc tu le fais pour tous tes salariés et de la même manière. Ok. Donc c'est pas tiens, j'ai un petit problème avec ce salarié, je vais du coup faire un entretien annuel avec lui. Non. Si on le met en place, c'est tous les ans et pour tous les salariés. Cet entretien-là, c'est pas obligatoire, mais si je devais recommander une chose à faire à toutes les entreprises de France et donc à tous les cabinets dentaires de France, c'est de faire ça. C'est un outil managérial puissant mais vraiment utile. Il permet d'évaluer le salarié. Alors, on n'est pas dans le jugement. Le but, c'est pas de dire ça c'est bien fait, ça c'est mal fait. Mais il permet d'évaluer le travail sur l'année qui vient de s'écouler. C'est un moment de dialogue. C'est hyper important. On en apprend toujours plein de choses. Et surtout, parfois, on en apprend sur sa propre structure. Et ça, c'est quand même très drôle. Moi, je le vois quand je fais passer des entretiens. Ensuite, je fais les comptes rendus. Puis ils me disent moi, j'étais pas au courant de ça. Alors qu'on est chez le dentiste. Il n'était pas au courant. Donc, on en apprend beaucoup. Ça, il vaut mieux le déléguer ou le faire soi-même? Parce que tu as des choses, tu te dis, qui vont pas forcément oser dire. Alors, la personne neutre qui fait passer, donc quand on délègue, le fait que ce soit une personne neutre, c'est sûr, ça parle un petit peu plus. Ouais. Le salarié, il est un petit peu plus à l'aise. Après, ça dépend du chef d'entreprise, ce qu'il a envie de faire. Il peut tout à fait le faire lui-même, s'il a le bon formalisme avec la bonne trame. Mais il faut être empathique, il faut être impartial, il ne faut pas discriminer ses salariés, il ne faut pas juger. Il faut aussi savoir, à un moment donné, écouter le salarié. Il va forcément, parfois, dire des choses qui ne nous plaisent pas en tant que chef d'entreprise. Et donc, se dire, OK, tu notes, puis tu digéreras l'info plus tard. C'est peut-être ça qui est un peu compliqué. Ouais. Quand c'est quelqu'un extérieur, moi, je le fais aussi. Ça fait partie de ce que je propose. Toi, tu prends les gants pour le... Moi, je prends les gants et puis je sais aussi dire stop quand il faut dire stop. Si c'est un sujet qui n'a pas à être abordé à l'entretien, je le dis aussi. C'est pas le sujet de l'entretien. Et donc, ça permet de cadrer aussi. C'est un petit peu plus cadré. OK. Mais ça fait partie de mon boulot. Et donc, cet entretien annuel, on fait le point sur l'année qui vient de s'écouler, mais ce qui est hyper intéressant, surtout, moi, c'est ça que j'adore, c'est on fixe les objectifs pour l'année à venir. Et ça permet de garder tes salariés motivés et de les challenger. Si tu as une assistante dentaire qui connaît très bien son métier, qui a de l'expérience, tu n'as rien à lui reprocher, bon, bah voilà, super, tout va bien. Mais si tu laisses un peu cette situation... En fait, tout le monde prend ses aises à un moment ou à un autre. Ah bah ça, je sais le faire, j'ai pas besoin de suivre cette formation. Ah bah ça, c'est bon, je maîtrise. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, la situation, ça bascule toujours un petit peu. On est trop confortable dans son boulot. On n'est pas challengé. Et quand on n'est pas challengé, quel que soit le métier, à un moment donné, on se laisse un petit peu aller. Ou dépasser par les événements. Quand il y a des nouvelles recrues, s'il y a du turnover. Et cet entretien annuel, il va permettre de venir mettre des objectifs tous les ans. Alors même si on n'a que 2, mais parfois c'est suffisant. Selon moi, il va vraiment permettre de garder une motivation toute l'année avec tes salariés. Donc voilà, si j'ai une chose à recommander, c'est faites cet entretien annuel. Très important. C'est pas obligatoire, mais c'est important. Et ça, on se dit, c'était que pour l'audit social. Oui. Alors, l'audit social, L'audit social, je viens dans le cabinet, entre une demi-journée et une journée complète. Ouais. Et je me mets dans la peau de l'inspecteur. Exactement. C'est-à-dire que je demande la même chose. J'analyse tout. Tout le monde te regarde avec des yeux comme ça, non? Alors, les dentistes, non, parce que c'est le dentiste fait appel à moi, donc lui, ça l'arrange. Les assistantes, elles se demandent. Quand tu dis au dentiste, sors-moi ça et ça. Alors, j'envoie souvent, alors selon les disponibilités, puis selon le délai dans lequel a été demandé l'audit, en fait, je vais envoyer une liste de documents à préparer quand même. Parce que je considère que le dentiste, il a autre chose à faire que de me recevoir aussi. Le but, c'est qu'il n'annule pas ses patients, qu'il puisse faire sa journée au fauteuil quand je viens faire l'audit. Efficacité quand même, à un moment donné. Donc j'envoie quand même la liste des documents à préparer, mais je précise, si vous ne les avez pas, ne les créez pas pour moi. Ouais. Et souvent on me répond, panique à bord, j'ai rien. Bah, c'est pas grave, mais au moins voilà. Sors au moins le contrat. Parfois j'ai rien. Ouais. Je fouille et puis je finis par trouver parce que c'est mal rangé ou j'appelle moi-même l'expert comptable, etc. Moi je fais cette investigation une demi-journée ou une journée selon la taille de la structure. Et ensuite je fais un compte rendu. Je donne un pourcentage de conformité qui souvent n'est pas hyper agréable à entendre. Ouais. Mais c'est comme ça. Voilà, je suis là pour ça. Et après, j'aide à la mise en conformité. C'est-à-dire, je dis voilà ce qu'il faut faire. Donc, on peut le faire seul et on peut aussi passer par moi pour se mettre en conformité. Le but étant d'être le plus rapidement possible en conformité. Et selon moi, un cabinet qui est en conformité, on évite les conflits, quels qu'ils soient. Et on évite les sanctions en cas d'amende. Ok. Donc ça, c'est la partie audit social. Et souvent, le fait de se mettre en conformité, on vient mettre en place quand même pas mal de choses.
Et ça vient un peu poser les règles aussi avec les salariés. Ouais. Voilà, les horaires. Moi, je prends une fiche de paye, puis je vois heures supplémentaires. Puis du coup, ça m'intéresse. Puis je dis, mais selon vous, l'heure supplémentaire, c'est quoi? Et on me répond, je sais ce qu'on va me répondre parce que j'ai l'habitude maintenant de travailler avec des cabinets dentaires. Et là, je leur dis, mais en fait, c'est pas ça, une heure supplémentaire. Formalisme, une heure supplémentaire, on est censé, nous, employeurs, dire, est-ce que vous pouvez rester une heure de plus ce soir? Et la personne dit oui ou dit non. Mais elle peut dire non. Et en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, c'est j'ai fini une demi-heure plus tard parce que le dentiste était à la bourre. Je te compte une demi-heure d'heure sup. Et à l'inverse, parfois, alors là, on n'est plus dans l'audit, mais on est dans l'anecdote. J'ai déjà eu aussi une personne qui m'a appelée en me disant, voilà, j'ai un souci avec une assistante. Donc là, on est sur le sujet des heures supplémentaires. Elle me réclame 163 heures supplémentaires. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que cette assistante avait, pendant 3 ans, pris un petit cahier. Et tous les jours, quand elle faisait 5-10 minutes, et elle notait. Alors déjà, le problème, c'est qu'en fait, ça, c'est pas de l'heure supplémentaire, mais c'était quand même du travail fourni. Donc, à un moment donné, il faut le payer. Selon la loi, ça, c'est pas considéré comme du travail alors, c'est du travail. Alors, c'est pas la définition de l'heure supplémentaire, parce qu'il n'y a pas eu de formalisme. On n'a pas... Le Code du travail vient dire, l'heure supplémentaire, c'est l'employeur qui demande au salarié de rester, le salarié accepte ou non, et ensuite... on le paye ou il récupère. Tu viens de me faire... T'as dit un mot là qui me fait peur, c'est formalisme. C'est-à-dire que si t'es dans le rush, tu sais que tu vas avoir 1 heure de retard. Tu sais que si l'assistante n'est pas là, tu vas avoir 2 heures de retard. Tu vas rentrer chez toi 2 heures plus tard. Est-ce que de la même façon que le gamin de l'assistante qui s'est fait mal, l'assistante doit partir, le jour où tu décides de faire 1 heure à l'assistante, ça doit être noté ce jour-là? Tout à fait. Là, on est dans un souci. Alors, je sais que ça fait peur à chaque fois. Je sais que quand on fait appel à mes services, parfois, on me dit « Oh là là, mais tu me fais peur ». Bon, bah, c'est pas grave. Le but, c'est de trouver des solutions. Mais il faut, tout simplement, en cas d'accident, parce qu'elle n'est pas censée être chez toi. Si elle devait terminer à 18 et qu'en fait, tu as une chire qui dure un peu longtemps et que du coup, tu sais que tu vas terminer plus tard et que tu as besoin d'elle ensuite pour ranger... si elle a un accident, elle te fait un AES parce que justement elle a voulu se dépêcher, il est 19h, elle ne devait pas rester. Si t'es en chire, qu'elle te fait l'AES et que t'as pas encore signé le truc, tu t'es dit on le signera après. Au final, t'es dans la même mouise, non? Donc le formalisme, c'est avant. C'est-à-dire que si elle est censée quitter son poste de travail à 18h et qu'elle se rend bien compte, parce qu'elle en a discuté à l'oral avec toi à 17h45 qu'elle devait rester plus longtemps, à un moment donné, il y a l'un de vous deux qui doit faire un formalisme. Donc normalement, c'est à l'employeur de demander, mais tu peux aussi faire un système papier où le papier est rangé dans ton bureau, déjà où il n'y a plus qu'à mettre le nom, le prénom, l'heure, la date, signature, et on est bon. Et ça, quand c'est mis en place, en réalité, ça te prendra 1 seconde, vraiment, à signer. Mais par contre, ça va te couvrir en cas d'accident parce qu'elle n'est pas censée être chez toi. Et question conne peut-être, mais c'est pas quelque chose qui, sur ce point-là, de formalisme comme ça, détériore justement un peu la relation, entre guillemets, de confiance qu'il pourrait y avoir en disant vous me faites pas confiance, pourquoi vous me faites signer ça? Je comprends. En fait, il faut savoir mettre une limite à la confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, et surtout, j'ai déjà beaucoup vu aussi, on a des relations de travail, dentiste, assistant dentaire, tout se passe bien. Jusqu'au jour où... Et du jour au lendemain, pour une raison que tu ignores, toi employeur, que tu ignores totalement, ça ne se passe plus bien, et là, on te sort des casseroles dans tous les sens. Mon rôle en tant que juriste, c'est vraiment de vous protéger, vous, chef d'entreprise. Donc, je sais que le formalisme, ça va vous prendre du temps, que c'est chronophage, que ça vous ennuie, je le conçois totalement. Mais moi, mon rôle, c'est de vous dire, protégez-vous. Parce que la gestion des ressources humaines, c'est de la gestion de l'humain. Et la gestion de l'humain, c'est compliqué. Et dans votre carrière, vous aurez forcément, même si on se fait accompagner, même si on se fait former, tu vas forcément rencontrer des soucis. Tu auras forcément peut-être un jour un licenciement, tu auras des démissions, tu peux avoir des litiges, des avertissements à mettre parce que tu as des fautes. Tout le formalisme que tu auras mis en place avant, toutes les obligations légales que tu auras respectées avant seront de ton côté. J'ai tendance à dire aussi, quand malheureusement tu dois aller au prud'homme, généralement c'est pas l'employeur qui dit on va aller au prud'homme, c'est le salarié qui met au prud'homme son employeur. On peut faire les deux, mais très souvent tu peux gagner au prud'homme en tant qu'employeur? Je vais me mettre tout le monde à dos en posant cette question-là. Je sais pas si tu peux gagner. Ce que je sais quand j'ai pu le voir, c'est que les amendes sont quand même assez lourdes, que c'est quand même très souvent en faveur du salarié. Et parfois, c'est à juste titre, parce qu'en fait, s'il y a un contrôle, et puis même pendant
pendant les prud'hommes, en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucun formalisme derrière, il n'y a aucune obligation légale qui est respectée. Et en fait, moi, ce que je dis aussi, c'est que si tu respectes tes obligations légales, en fait, tu montres aussi à tes salariés que tu les respectes. Ouais. Et c'est ça qu'il faut leur expliquer. Oui, on se fait confiance. Oui, on veut une bonne ambiance de travail, parce que c'est aussi important que le respect du code du travail. Je suis bien d'accord avec ça. Mais toi, ton boulot, c'est de respecter le code du travail. Et il va falloir que tu expliques à tes salariés. Donc là, c'est pareil. On est dans le changement. Ouais. L'humain n'aime pas le changement. Moi, quand je viens dans un cabinet, les assistantes, elles me regardent un petit peu bizarrement. Mais je discute aussi avec elles. Je suis là pour faire un audit. L'objectif, c'est d'être en conformité avec la loi. Ça ne va rien changer pour vous. Votre métier ne va pas changer. Et s'il y a des process qui sont mis en place, c'est pour la sérénité du cabinet aussi. Les humains, il faut les accompagner. Ouais. Donc, moi, je vais leur expliquer. Tu vas leur expliquer. Tu peux être sûr qu'à ton entretien annuel, si tu le fais dans un an, on va t'en reparler. On va te le mettre. À la question, est-ce qu'il y a eu des faits marquants cette année, tu peux être sûr que ça va revenir. Ouais. Eh bien, c'est pas grave. On continue d'accompagner l'humain. L'idée, c'est vraiment de concilier les deux. On se fait confiance. Et en même temps, on vient mettre des règles pour respecter le droit. Ok. Avant de passer sur le troisième point, je vais rebondir sur un truc parce que je me suis dit, tiens, quand Marie viendra, il faudra que je lui pose la question parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Tu disais, quand tu dois donner un avertissement. Oui. Le mot avertissement, il est utilisé souvent dans plein de contextes différents. Tout à fait. Au niveau dentaire, à partir de quand tu dois, entre guillemets, en mettre un, tu te dois d'en mettre un, ne serait-ce toi, pour te protéger. Et à partir de combien on peut considérer effectivement que ça peut être un motif pour te séparer de la personne. On voit un petit peu de tout sur on les voit forums, de tout, ça, et en fait, c'est clairement du cas par cas, parce qu'il y a des gravités, des degrés de gravité de la faute. Ouais. Les conséquences, parfois, c'est une faute il y a peu de conséquences. Tu peux mettre un avertissement parce que ça fait 1 an que la personne arrive en retard tous les jours. Donc là, on est sur du non-respect du contrat de travail. 5 minutes, c'est casse-pied, les horaires ne sont pas respectés, ça a des impacts sur les collègues assistantes. Ton entreprise à toi, il y aura peu d'impact en soi. Tu peux aussi avoir le cas de l'avertissement parce que la stérilisation n'est pas respectée. Et là, c'est quand même... c'est pas les mêmes, voilà, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Donc, il faut vraiment voir le cas par cas. En fait, voilà, quand tu te rends compte que le contrat de travail n'est pas respecté ou qu'il y a des erreurs qui sont graves pour ta structure, le respect de tes obligations en tant que chirurgien dentiste, mais pour les patients aussi, en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord, on ne formalise pas tout de suite avec un avertissement. Ouais, voilà, c'est ça la question. Est-ce que tu as un nombre d'avertissements oral, entre guillemets, que tu dois donner avant les premières étapes, c'est de faire des réunions en fait, individuelles. Alors moi, je conseille toujours de faire des réunions individuelles. N'attendez pas d'avoir un souci pour faire une réunion individuelle. Une par trimestre, c'est très bien, avec chaque salarié. 30 minutes, parfois ce sera plus, parfois ce sera moins. Parfois, on va dire tout se passe bien, il n'y a rien à redire là, sur ce trimestre. Et puis, de temps en temps, on a un petit sujet. Et ça permet de venir mettre les points sur les i. On va se servir de cette réunion pour venir dire ce qui ne va pas avant de mettre l'avertissement. D'accord ? Et ce que je conseille, toujours, formalisme, ne me regarde pas. J'étais en train de me dire, elle va me dire, faire un compte-rendu de ce truc-là, j'imagine. Chaque réunion, tu as un compte-rendu. Signé par les 2 personnes qui étaient à la réunion. Signé, ou tu le fais, tu l'envoies par mail. Comme ça, il y a une trace écrite. Le but, c'est pas de vous embêter. Le but, c'est, on sait ce qu'on a dit il y a 3 mois. Parce qu'en fait, je sais que la tête est partout. Elle est au fauteuil, elle est dans la gestion de sa propre entreprise. Et toi, t'en as plusieurs, elle est partout. Et puis comme tu dis, pouvoir justifier, dire, ça fait 3 réunions trimestrielles que je vous dis que vous êtes en retard. Exactement. Et parfois aussi, en faisant ça, le salarié se rendait même pas compte de son erreur. Et en fait, le fait de le dire, de l'écrire et de suivre, parce qu'on sait qu'on se revoit 3 mois après, donc on va pouvoir suivre ce point-là, en fait, ça permet de résoudre le problème. Et donc, on évite l'avertissement. Donc, quand ça ne passe pas et que c'est récurrent, effectivement, tu peux passer à l'avertissement. Mais d'abord, on commence par les réunions individuelles. La communication, avant tout. On n'oublie pas que très souvent, un cabinet dentaire, on est entre 1 et 10 salariés. Il y a des cabinets qui en ont beaucoup plus, mais la moyenne, c'est ça. On est sur de la petite structure. Donc, le but, c'est la communication. Comme tu disais, on garde ce climat de confiance pour essayer de régler les conflits. Ok, top. Et donc, je reviens juste sur le deuxième point qui était l'accompagnement personnalisé. L'accompagnement personnalisé. Alors souvent, on m'appelle pour ça. On m'appelle en me disant j'ai un souci avec une assistante, je voudrais mettre en place une politique d'absence, je voudrais que tu fasses mes entretiens annuels ou professionnels. Et donc ça, c'est ce que je fais, l'accompagnement personnalisé. Donc je viens dans le cabinet, alors ça peut être aussi à distance. Très souvent, c'est pour régler un problème. On m'a aussi déjà appelé en me disant je voudrais que tu me dises comment je manage et comment m'améliorer. C'est plutôt pas mal aussi. Et très souvent... Ça, tu peux pas le voir sur du one-shot aussi.
Non, mais c'est dans la discussion, Ouais. on m'envoie des comptes rendus de réunion. En fait, quand on me demande ça, c'est qu'il y a Ouais, déjà c'est une qu'il y a base, déjà un il y a déjà truc, une base de management. Il y a plusieurs niveaux, mais là, il y a Ouais. déjà une base. Et l'anecdote, c'est que très souvent, quand on me demande un accompagnement personnalisé, dans la foulée, on fait un audit. Parce qu'en fait, moi, on me demande de faire quelque chose, et en fait, Il faut pour que y tu puisses répondre, je me rends auditer compte avant, que le contrat, si c'est un problème d'horaire, par exemple, je dis, en fait, il n'y a pas les horaires dans le contrat, donc ça va pas. Ouais. Et très souvent, ça débouche sur un audit. Ok. Voilà. Et le numéro 3 ? Et le numéro 3, c'est la partie formation, c'est ça? Formation, exactement. Donc formation, ça c'est assez récent. C'est le diplôme, je l'ai eu l'année dernière, que j'ai voulu faire. Donc ce qui veut dire que moi je suis formatrice et je suis organisme de formation. Et alors, tu l'as fait parce que certaines personnes t'ont dit on aimerait bien pouvoir nous le gérer ou comprendre parce qu'on ne sait pas le faire du tout? Parce qu'il y en a, c'est les deux. Il y en a, moi je sais rien. Voilà, Ouais. j'ai aucune connaissance et il y en a qui me le disent. Très honnêtement, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de passer du temps. Donc est-ce que tu peux me former sur tel sujet comme ça va me faire gagner du temps pour la suite. Il y a plusieurs types de formations. Il y a des formations, ça va être de la formation hyper globale. On part de l'entretien de recrutement jusqu'à la fin de vie du salarié dans l'entreprise. Alors, fin de vie, attention, fin de vie du contrat, pardon, oui, fin de vie du contrat. Évidemment, mais parfois aussi, on va me demander une formation sur les entretiens annuels et professionnels. Ouais. J'ai pas la trame, je sais pas quelle posture je dois avoir, qu'est-ce que je dois répondre. Moi, je te fais une formation, ça peut durer 1 heure. Je fournis les trames et je t'explique comment mener l'entretien. Et la personne veut le faire tout seul. Et parfois aussi, je fais la formation, puis on me dit « Ah non, mais moi, je fais pas ça tout seul. Tu vas venir le faire pour moi parce que j'ai pas du tout envie de passer une journée à le faire. Et puis, c'est trop... Voilà, c'est pas mon métier. » Donc voilà, la partie formation. Et en fait, c'est aussi très souvent du cas par cas, finalement. Ok. Voilà. Et la petite nouveauté qu'on avait... que j'ai inauguré l'année dernière. Donc ça, c'est dans le volet formation. J'avais organisé un congrès. Donc voilà, c'est une formation, mais qui était à l'étranger. Cool. Ouais, c'était C'est cool. quand le prochain? C'est quand le prochain? Écoute, il faudrait que je lance un petit sondage. Alors, ce sera pas pour 2025 parce qu'il y a 1 an d'organisation, le temps d'organiser tout ça comme ça à l'étranger. Écoute, 2026 peut-être. Hein. On note. Voilà. Et là, le dernier, c'était sur la gestion du temps de présence, heures supplémentaires. D'accord. Qui peut paraître un petit sujet. Mais quand t'es le jour J à la formation, je voyais les yeux un peu écarquillés. On se rend compte, ah bon, on doit faire tout ça Et là, tu avais un public de dentistes Dentistes, ouais. Il y avait 11 participants et c'était que des dentistes. Ok. C'était où? C'était à l'île Maurice. Oh là là là. Et on n'a pas été invité à ce moment-là. La prochaine fois. Bon, 2026, on bloque. Hein. Ouais. On bloque ça. Ça marche. Ok, donc sur la partie formation, donc tu disais, la partie donc recrutement. Oui, je peux former à comment rédiger une annonce de recrutement et comment mener un entretien. Ouais. Sachant que moi, pareil, un conseil, si je peux donner un conseil là aujourd'hui, les diplômes c'est bien, l'expérience c'est bien, l'humain c'est bien aussi. Et souvent le feeling de l'entretien, c'est le plus important. Il vaut mieux recruter une personne qui a un humain extraordinaire et qui est bienveillant, empathique. Vous en avez besoin en tant que dentiste, les patients en ont besoin. Et qui n'a pas d'expérience, cette personne-là, mais c'est pas grave, en fait, on va la former, elle va apprendre, elle sera motivée. Il vaut mieux recruter ce genre de profil qu'un profil qui a 15 ans d'expérience, mais qui humainement, à l'accueil, ça va pas, parle pas très gentiment à son patron. Voilà, donc l'humain est assez important. Est-ce que, j'ai une question qui me vient là comme ça, dans des activités comme la nôtre, est-ce que tu peux mettre des clauses dans le contrat, je ne sais pas comment expliquer ça, qui vont à l'encontre, on va dire, de choix personnels du salarié? Je prends un exemple bidon, mais moi je me bats tous les jours au cabinet pour les gens qui ont des piercings ici et qui me détruisent la gencive et qu'après, bon, moi ça me fait du business, au moins je fais des greffes derrière. Mais qui se détruisent la gencive avec des piercings qui sont juste en dessous de la lèvre. Est-ce que tu as un assistant qui arrive ou une assistante qui vient pour se faire embaucher? Tu peux lui dire, voilà, tous les jours, je me bagarre pour que les mecs ne portent pas de piercing à cet endroit-là. Vous en portez un, ok, c'est votre choix. Mais il faudra le retirer à partir du moment où vous passez la porte du cabinet. Tu vois un peu la complexité du sujet à prendre avec des pincettes. J'imagine bien. Ouais. C'est pour ça que je te pose la question. Là, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est discrimination. Ouais. Okay. Donc, pas de discrimination à l'embauche, évidemment, et pas de discrimination avec ses salariés. On ne met pas ça dans le contrat de travail. Ouais. D'accord. Tu peux pas écrire dans ton contrat de travail que on enlève le piercing. Que tu interdis les piercings, ouais. En revanche, tu peux déjà avoir une discussion assez libre avec le candidat, puisque tant qu'il est candidat, il n'est pas salarié. Ouais. Donc, on est dans une relation,
candidat qui vient passer un entretien, je pense que si ça se présente, c'est à discuter tout de suite. Ne pas attendre d'être lié avec un contrat. Okay. J'ai déjà, moi, je fais encore des entretiens de recrutement parfois, et en fait, très souvent, c'est les personnes, normalement, elles posent la question d'elles-mêmes. Ouais. On m'a déjà dit, là, moi, en l'occurrence, l'exemple que j'ai et qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un piercing sur le nez, mais qui se voyait assez fort, et la personne a directement dit, si ça pose problème, je peux l'enlever. Moi, c'est pas mon cabinet, donc je ne réponds pas. En revanche, je le note et je dis, voilà, je transmets et vous en discuterez. Okay. Nous, on a un truc un peu comme ça. Alors, je sais pas si c'est légal, ça se trouve, c'est pas légal, mais dans le règlement intérieur du cabinet, sur tenue correcte, et en gros, c'est ongles courts, pas de vernis, pas de piercing visible sur le visage. Alors moi, ça, je ne le mets pas dans les règlements intérieurs. Très souvent, ça fait partie de l'accompagnement personnalisé que je propose, mais très souvent, je propose de rédiger une charte, en fait, une charte de bonne conduite. Ouais. Et j'implique tout le monde dans cette charte. Je fais signer les assistantes, mais je fais signer les dentistes et les collabs. On vient mettre plein de règles assez basiques de savoir-vivre. C'est quoi du coup la différence avec le règlement intérieur? Parce que alors, la charte de bonne conduite, on signe aussi. La charte de bonne conduite, elle n'a pas de valeur juridique, mais elle a une valeur morale et elle est engageante moralement. Okay. Parce que dans le règlement intérieur, alors là, je ne pourrais pas te répondre parce que je n'ai pas le document sous les yeux, mais on n'est pas censé noter tout et n'importe quoi. Et il y a un formalisme aussi à respecter. D'accord. Donc, quand on a des sujets comme ça, j'ai eu aussi une fois un cas, on m'appelle, on me dit voilà, mon assistante, elle est arrivée ce matin, elle a les cheveux orange. Ok, compliqué. Ouais. Elle est déjà en contrat. Si on lui dit c'est de la discrimination, bref. Bon, elle n'est pas restée. Tant mieux pour ce dentiste-là. Mais moi, il m'a amené un problème. Je lui ai dit, on va rédiger une charte de bonne conduite pour les potentiels prochains cheveux orange qui arriveraient au sein du cabinet. Et très souvent, ce qu'on met dedans, c'est, comme tu dis, moi, je dis de ne pas mettre de bijoux pour éviter tout souci avec les produits corrosifs, par exemple. Que seul le calot en tissu ou jetable peut couvrir la tête. Je viens tourner ça d'une manière à ce qu'il n'y ait aucune discrimination, mais qui en même temps vient poser un cadre. Et que quelqu'un ne vienne pas, tu vois, avec une casquette à l'envers tous les jours. Non, la seule chose qui peut couvrir la tête, c'est le calot, tissu ou jetable. Et concrètement, cheveux orange ou tatouage sur tout le bras, la main qui débarque le lundi, alors, généralement, ça se passe comment? Alors, si tu as ta charte déjà de bonne conduite tout de suite et qu'elle l'a signée, ça te permet de faire une réunion et de dire, voilà, vous l'avez signée, c'était inscrit dedans pour essayer de trouver une solution. Très souvent, ce qu'on demande dans ce genre de charte de bonne conduite, qui n'ont qu'une valeur morale, mais encore une fois, c'est très important dans les petites... tu l'as signé, exactement, c'est très important dans les petites structures. Et là où je parle d'engagement, c'est que je demande aux praticiens de signer cette charte le jour du contrat. C'est-à-dire qu'on signe le contrat et la charte en même temps. D'accord. Comme ça donne quand même de l'importance à ce document. En fait, souvent, ce qu'on demande, c'est que les teintures de cheveux soient discrètes, entre guillemets, et parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de se teindre les cheveux. T'as pas le droit au burn. Je préfère les blondes. Non, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, on essaye de dire ça de manière assez discrète. Et pour les tatouages, on demande que ce soit couvert ou discret. Okay. Voilà. Et là, ça permet d'avoir ce petit moment de faire du cas par cas, d'avoir un petit jugement. À quel moment ça n'est plus discret et à quel moment ça l'est. Bon, voilà. Okay. Et souvent, j'ai déjà vu des assistantes qui ont des tatouages sur le bras. Et bien, elles ont leur blouse et en dessous, elles ont un t-shirt blanc, manche longue. Ouais. Voilà. Okay. Après, tout ça dépend toujours du cabinet et de sa façon. Il y a des dentistes qui ont des tatouages et ça ne les dérange pas. Il n'y a aucun jugement de valeur. Aucun jugement. C'est pour ça que c'est vraiment propre et personnalisé à la façon de voir les choses, de travailler. Et voilà. Mais en tout cas, quel que soit, si nous-mêmes on a des tatouages ou pas de discrimination à l'embauche. Surtout pas. Okay. Deuxième chose, on l'a dit, obligation légale. Bon, ça, on en retrouve déjà une grosse partie sur le site de l'ordre. Tout à fait, c'est tout ce qui va être affichage obligatoire notamment, documents uniques, qui est souvent demandé, ce genre de choses. Alors encore une fois, faut les avoir, mais il faut les remplir, il faut les mettre à jour. Tu as des documents que tu dois mettre à jour tous les ans, notamment. Ça va être toutes les affiliations à la médecine du travail. Ça, c'est une obligation légale, mais c'est pareil. Il y en a qui sont affiliés, il n'y a pas de rendez-vous derrière. Ou alors, les rendez-vous sont tous les 6 ans, alors que ça devait être il y a 4 ans. Ouais. Là, tu vois, dans la conformité, on a un doigt de pied dedans, mais il y a le reste qui ne suit pas. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout ce qui va être obligation légale. Et je sépare de cette obligation légale l'entretien obligatoire parce que c'est un trop gros sujet. Pour moi, il faut vraiment que ce soit un module de formation à part entière. Pour rappel, tous les 2 ans, pour ceux qui nous... Pour rappel, tous les 2 ans et retour de congé mat. C'est un gros sujet. Déjà, sanction, si non respecté, évidemment. Et encore une fois, c'est un outil managérial non négligeable. Donc vraiment... Dans la continuité, du coup, le 4e point, c'est la politique.
Managériale. Tout à fait, politique managériale. L'idée ici, c'est de venir poser des règles claires. Donc, on accompagne le changement pour, comme tu disais tout à l'heure, éviter de rompre la confiance si elle existe. Mais on vient mettre des règles claires de prise d'absence. Donc, quand je dis absence, c'est congé payé, congé sans solde. Ça peut être sur la politique salariale. Alors, ça peut être en interne. Politique salariale, c'est pour le chef d'entreprise. Parfois, on fait appel à moi. Je voudrais augmenter mes salariés. Je ne sais pas comment, ni quand, comment je fais. Est-ce que si je le fais pour un, je dois le faire pour tout le monde, etc. Et souvent, moi, je fais un lien entre la politique salariale et les entretiens. D'accord. Et surtout la réussite d'objectifs. Okay. D'où le challenge, la motivation. Ouais, voilà. Donc là, c'est vraiment du process interne qu'on vient mettre en place, soit pour le chef d'entreprise lui-même, pour qu'il sache comment réagir, et soit directement aussi avec les salariés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus tu as de process clairs qui sont déjà mis en place, au plus tu te donnes, tu as les billes pour répondre en cas de conflit. Si tu t'es fait accompagner ou si tu t'es formé, et que tu as un conflit qui est naissant, tu vas savoir l'identifier tout de suite. Tu vas comprendre très rapidement que là, il y a un truc qui ne va pas. Et avant, on aurait laissé couler, ça aurait fait effet boule de neige, et après, c'est la cata. Ouais. Là, tu vas l'identifier immédiatement, et tu vas pouvoir le résoudre. Peut-être pas tout seul, ou peut-être pas rapidement, parce que c'est un gros sujet, mais en tout cas, tu pourras le résoudre. Okay. Comme le sujet du harcèlement, c'est pareil. Je te rajoute une responsabilité. Tu es chef d'entreprise, et donc tu es responsable du harcèlement au sein de ton entreprise. C'est-à-dire que si un patient harcèle une assistante, si un prestat externe harcèle ton assistante, tu es responsable. C'est à toi de mettre fin à cette situation. Et le harcèlement, c'est très compliqué. On parle harcèlement, il y a le harcèlement moral et sexuel. C'est à toi de l'identifier et de trouver une solution. Voilà, vaste sujet. Donc, cette mise en place de process clairs et cet accompagnement personnalisé, soit ça passe directement par le cabinet, soit c'est en formation. Mais ça permet d'avoir vraiment toutes les clés pour pouvoir répondre, en fait. Voilà. Okay. Après, ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de problème. Ça, c'est pas vrai. Je te mentirais clairement. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais besoin d'un juriste ou d'une RH externe ou d'un avocat parce que, comme je te disais, l'humain, il y a du turnover, ça change. Et puis, on n'est qu'en 2025. Donc, dans 20 ans, plein de choses auront changé. Donc, ça va forcément évoluer. Ok. Voilà. Et dernier point que tu fais, donc sortie du personnel. Tout à fait. On a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Là, on est clairement, encore une fois, dans de la procédure et du formalisme. Alors, procédure, ça, c'est pas négatif. Quand il y a une démission, il y a une procédure. Alors, le salarié doit remettre sa lettre de démission. Il y a un préavis à calculer. On peut se mettre d'accord aussi pour y mettre fin un petit peu plus tôt. Les infos à donner à son expert comptable pour la paye, évidemment. Licenciement, quand ça arrive. Et ça arrive parfois. L'inaptitude aussi. Là, on travaille dans ces cas-là avec la médecine du travail, où quelqu'un se fait déclarer inapte en fait, à son poste de travail. Et quand on est déclaré inapte, c'est la médecine du travail qui déclare la personne inapte. Et c'est ensuite à l'employeur de licencier. D'accord. Voilà, c'est tout. Et ensuite, ça permet de faire sortir le salarié de l'entreprise. Ok. Voilà. Bon, top. On a appris plein de choses pendant cette petite heure. Au niveau, on va finir notre. Alors, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, je pense que c'était déjà bien compris. On a déjà bien balayé j'ai dit pas mal de choses. tout ça. On va faire notre finale. Comme d'habitude, 3 grandes questions. La première, si tu avais un livre à me recommander pour moi lire pendant les prochaines vacances. Oui, j'ai un livre à te recommander. Il n'est pas glamour, mais il est en lien avec le sujet du jour. Le code pénal. Allez, code du travail, 2500 pages. Non. Ça serait le livre On ne naît pas manager, on le devient, de Julie Julie Zuo. Okay. Alors déjà, moi j'adore cette phrase, parce qu'effectivement, on n'est pas manager comme ça un matin, ça s'apprend. Julie Zuo, c'est une femme qui a commencé sa carrière chez Facebook en 2006. Elle était stagiaire. Donc, stagiaire, on n'a pas de responsabilité normalement, on est là pour apprendre, on suit quelqu'un généralement. Et en fait, un matin, on est arrivé, puis on lui a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, ton travail c'est ça, tu as une équipe et tu vas devoir manager. Je t'en dirai pas plus, mais elle a fini vice-présidente de Facebook en 2020, donc a priori, ça elle a réussi. Ça s'est plutôt bien passé. Elle a fondé sa propre entreprise ensuite, et aujourd'hui, elle est designeuse, elle est apparemment reconnue dans son domaine. Je ne connais pas ce domaine-là, mais en tout cas, elle est a priori reconnue. Mais elle continue d'écrire des articles dans le New York Times sur le management. Okay. Ça se lit hyper facilement, il est assez court, mais je trouve que l'histoire est assez intéressante. Ok, voilà. Top, merci bien. Deuxième question, si tu pouvais avoir une capacité comme ça obtenue de 0 à 100% en un claquement de doigts.
Alors, il y en a une, aucun lien avec le sujet du jour, mais ça serait d'être bilingue dans plusieurs langues étrangères. Voilà, en un claquement de doigts, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc voilà, la facilité, ça serait ça. Ça me plairait bien. Ça marche. Et dernière question, si tu avais une personne à me recommander que je peux contacter de ta part pour prendre cette place dans le fauteuil, ce serait j'ai une personne, mais je la connais pas personnellement. Est-ce que ça marche quand même? Dis toujours. Dis toujours. L'idée, c'est de se dire une personne que je peux réussir à faire venir. Genre, tu me dis Barack Obama, ça va être un peu compliqué. Tu vois. Non, alors c'est pas Barack Obama, mais j'avais en tête une personne que je connais pas personnellement et qui, en toute honnêteté, je pense ne viendrait pas, mais en tout cas, elle serait très intéressante. Ok, ce serait. On va faire les deux alors. Bon, je vais te le dire quand même. Comme je te disais tout à l'heure, dans mes études, en 3e année, c'est là où tu découvres les différentes spécialités. Et en fait, mon prof de droit du travail, moi, je l'ai vu 1h30. Le premier jour, premier TD, 1h30, je suis ressortie de là. Je dis c'est bon, je vais faire ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'était le doyen de la fac de Lille 2. En fait, à l'époque, Bernard Bossu. Et clairement, c'était une personne, tu buvais ses paroles. Quoi. C'était vraiment, selon moi. Mais en tout cas, dans le domaine, dans le sujet d'aujourd'hui, qui, je pense, aurait plein de choses à nous apprendre. Et puis, c'était quelqu'un de vraiment très intéressant et très, très pédagogue. Ok. Voilà. Cool. Mais bon, si tu lui dis Marie Dio, il va dire je ne sais pas qui c'est. C'était en 2012. Ça marche, ça marche. Eh ben, je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier point sur Allez, un dernier point. Je sais que pour vous, c'est très souvent, alors quand je dis pour vous, c'est chef d'entreprise, quel que soit le domaine, une contrainte administrative, toute cette paperasse, cette administration, ce droit du travail. Vraiment changer le prisme et voyez ça comme la base de votre management, vraiment. Et dites-vous que si vous respectez ces obligations légales, si vous faites aider pour vous connaître un petit peu, vous y connaître sur ce sujet-là, eh bien, votre âme de manager va naître et ça y est, quoi, c'est parti. On va pouvoir faire plein de choses, mais voilà, c'est vraiment la base du management et il faut le voir comme ça. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous, du coup, à respecter, de le voir ça positivement et de vous dire que grâce au droit du travail, on instaure un climat de confiance et de motivation. Parfait. Voilà. Parfait. Moi, je te rejoins complètement là-dessus, sur le fait augmenter mes capacités managériales, oui, à 100%, pour tout le reste, délégation. Ce sera mon mot de la fin. T'as bien raison. Bon, bah, écoute, Marie, merci beaucoup. Merci à toi. Ta participation. Merci à vous toutes et tous de nous écouter toujours plus nombreux. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ou 5 étoiles sur les plateformes auxquelles vous écoutez nos podcasts. Ça nous permet d'augmenter le référencement. On vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Capsule Radio. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut Marie. Salut.